Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! De l'étranger, de la mode qui va de la mode musicale à la mode de s'habiller. Et ça existait toujours au tango. Ouais. Pareil, quand on s'est parlé il y a une quinzaine d'années, se parlait du tango nouveau, le tango viejo, ça veut dire comme si c'était une chose nouvelle. Non, c'est une chose qui est plus d'un siècle. Il y a eu toujours chaque 20 ans, il y a eu ce processus de vouloir évoluer. Et le tango, la danse, il a eu, même si on continue de parler de la danse del tango comme une danse unique, depuis les années 1200 à l'année 2000, le tango, on peut dire qu'il a changé d'esthétique, de forme, de vocabulaire, 3, 4, 100 fois. Ouais. En tout cas, avant de partir sur toutes ces choses-là, c'est important de savoir qui tu es, Loïs. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'avais beaucoup entendu parler de toi à travers mes parents il y a 20 ans, quand tu donnais des cours à Pleuven. Quand j'étais jeune. Et moi, j'étais encore plus jeune que toi. Parce que j'avais, je sais pas, peut-être 4-5 ans. Et je pense que j'entendais déjà ton nom de temps en temps être évoqué, parce que tu donnais des cours. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai de nouveau entendu ton prénom, parce que tu avais la Tanguedia. Oui. Un ancien lieu mythique, mais qui a brûlé malheureusement, c'est ça? Oui. Et donc aussi, quand on parle de toi, parfois on te définit comme maestro. Est-ce que c'est une définition qui te convient bien quand on parle de toi? Oui, je pense que le mot maestro, comme se le définit ici en France, en Argentine, c'est un petit peu différent. On peut dire que pour en France, oui, je suis un maestro. Pour l'Argentine, je suis un petit peu jeune pour être maestro. Il manque quelques années plus. Parce que ça fait combien de temps que tu danses? Et ça fait que je danse tango. Tango? Et ça fait à peu près fin des années 80, 87. Bon, il faut faire la compte. Plus de 30 ans. Ok. Et c'est encore jeune pour être maestro. Oui. D'accord. Et je voulais aussi t'inviter parce que je sais que tu as beaucoup étudié le tango, donc à travers le fait que tu en danses depuis des années. Aussi le fait que tu donnes des cours. Tu as beaucoup réfléchi à la manière de transmettre le tango. On avait évoqué déjà en préparant le podcast par rapport au fait de la remise en question. C'est quelque chose aussi que j'aimerais évoquer avec toi. Du fait aussi que tu avais la Tanguedia, un lieu mythique qui était à Paris, donc c'est aussi intéressant de toutes ces choses-là. Je voulais aussi parler aussi du fait que le tango, c'est pas une danse de loisir. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Oui. Mais avant toute chose, comment c'était toi le tango quand tu as commencé dans les années 80? Le tango, quand j'ai commencé, ça a commencé dans la fin des années, on peut dire qu'à partir de moitié des années 80, fin des années 80, ça a commencé la première réappropriation du tango. La première réappropriation, ça veut dire les jeunes qui s'est intéressés à redanser le tango. Avec deux courants. Certains de ces jeunes se sont intéressés pour une question économique, de sortie laborale, de travail, parce que à partir de la compagnie Tango Argentino, commence à avoir une demande à Buenos Aires des danseurs de tango. Il n'y avait pas. Ça veut dire que les très peu de danseurs professionnels étaient occupés et la compagnie Tango Argentino, qui s'est installée à Broadway, aux États-Unis. Il a débuté à Paris au début des années 80 et après s'est installé aux États-Unis. Il commence à avoir une demande des danseurs de tango, il n'y avait pas. C'est pour ça que beaucoup de danseurs qui venaient d'autres disciplines, del folklore argentin, del classique, de l'espagnol contemporain, sont vus en possibilité d'autres manières d'exprimer sa danse
à partir du tango. Et pourquoi il y avait une demande, il y a eu une évolution de la demande au niveau du tango? Et Il y a eu une parce mode? que, et oui, commence une mode mondiale, surtout avec un japonais, un producteur de spectacles, Keison, un japonais qui était à Buenos Aires, et toujours en train, à la recherche des danseurs pour l'amener à Japon. D'accord. Et ça a commencé petit à petit, des petits groupes de musiciens, des danseurs. Et bon, ça c'est la première partie de l'appropriation. Certains jeunes qui se sont intéressés pour le tango de ce côté-là. Et autres jeunes qui les intéressaient, le tango simplement pour, pas pour le spectacle, sinon pour danser la milonga. Ça c'est la première vague, c'est entre les moitiés des années 80, début des années 90. Hein? Et juste toi, parce que tu faisais d'autres danses aussi avant, tu faisais aussi le Moi, classique. en parallèle, je faisais la danse classique. Et donc quand toi, tu as commencé le tango, est-ce que c'était pour le côté danser la milonga ou c'était plus pour le côté spectacle? Jamais m'intéressait le côté spectacle. D'accord. Tu avais vu une nouvelle manière de t'exprimer? C'était une nouvelle manière c'était une chose que après, avec des années, je me réfléchissais pourquoi je me suis mis au tango. Bah oui. Parce que au départ, je me suis mis au tango, et pas pour la danse, sinon pour la chanson. Moi, j'avais 13-14 ans et je me commençais à intéresser pour le tango et pour la chanson, pas pour la danse. La danse, vraiment, ne m'intéressait pas. Ce que je voyais dans la télé ne m'intéressait pas. Le tango de scène Non, de le l'époque. tango de l'époque ne m'intéressait pas. Et le tango que je voyais mes grands-parents danser, pour un adolescent, un jeune, non plus. Mais la chanson, oui, Ok. m'intéressait. C'est plus tard, pour différentes circonstances, je me suis intéressé, comme je dansais, je faisais la danse classique, et je voyais mes grands-parents danser. Bon, la musique, je l'avais dans l'oreille parce que m'intéressait la chanson. Je me suis dit, bon, oui, faire un 8, marcher une musique, tout ça, et exprimer ce que je sens de ces musiques-là, je pouvais le faire. Ouais, parce que surtout qu'en plus, tu avais déjà une carrière en fait dans la danse avant que tu fasses du tango. J'ai commencé, parce que j'ai commencé la danse classique assez tard. Ah ouais? À quel oui, âge? à 16 ans. Ah oui, d'accord, c'est tard ouais, pour la danse Oui, classique. oui. Ouais. Et après, j'ai entré à l'école Théâtre Colón de Buenos Aires, j'ai entré à la compagnie, après j'étais danseur au Théâtre Argentino de La Plata. Et ça, c'était ma profession, danseur classique. Mais le tango, je le faisais en parallèle. J'allais à les milongas, danser, je prenais des cours et tout. J'ai connu à tous les derniers grands profs, maîtres des années 40, 50 et même avant. Est-ce qu'on parle de Tété, De Tété, non, Gavito c'est plus tard. Jamais j'étais élève de Gavito, sinon de Tété, de Pupi Castello, del Turco José Urquiza, del Pibe Palermo, et surtout ma prof, celle qui m'avait introduit, faire connaître tout ce monde, c'est là qu'elle m'a ouvert les yeux pour éduquer le regard, hein, parce que c'est ça. Moi, je venais de la danse classique. Et la danse classique au contemporain, tu es en train d'éduquer ton regard en esthétique. Avec le tango, surtout le tango de l'époque, le tango milonguero, c'est autre esthétique. C'est quelle époque? Année milonguero? Donc tu parles des années 80 ou... Non, milonguero, quand je parle milonguero, pas ce milonguero que des fois se détermine aujourd'hui, que c'est danser collé avec des petits pas, sinon milonguero pour les personnages de la nuit, les danseurs de la nuit. Okay. C'est des danseurs qui sont appris à danser dans les pratiques dans les années 40, 50. D'accord. Ouais. Et donc tu parlais justement que années 80, donc on voit qu'il y a une évolution et commence à avoir un intérêt mondial pour le tango. Oui. Et ensuite, donc, il y a une évolution dans les années 90. Dans les années 90, en Argentine, petit à petit, avec ces premières réappropriations du tango, elle avait deux vagues. La première vague, on va dire que ça commence entre les années moitié des années 80 et moitié des années 90. C'est à partir de là que commence à arriver pas mal de jeunes au tango à Buenos Aires. Mais quand même,
C'est pas comme aujourd'hui ou comme c'était plus tard. Et les milongas étaient un petit comité. Les milongas, quand arrivait un groupe de touristes, étaient deux, trois, ils étaient une table et tout le monde savait. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, la majorité sont touristes, il faut chercher les Argentins où est-ce qu'ils se trouvent. Bon, et jusqu'à les moitiés des années 90, était un petit comité entre nous, entre très peu de jeunes qu'il y avait à Buenos Aires, on va dire, en comptant large, vingtaine de jeunes. Et donc toi, t'avais quel âge? Et moi, j'avais 20 ans. Ok. Bon, j'ai commencé à 17 ans, mais entre 17 et 20 ans. Vingtaine de jeunes en tous les milongas de Buenos Aires, c'est pas beaucoup. Bah non, c'est pas beaucoup, non. Hein? Mais avec des douzaines de vieux danseurs qui encore, bon, pour nous étaient vieux, mais étaient des personnes entre 50 ans et 70 ans. Mais beaucoup d'énergie, beaucoup de force, qui avaient une magie incroyable dans l'ambiance. C'est ça le tango qui m'intéressait. D'accord. Et c'est drôle justement parce qu'à 17 ans, quand t'as vu le tango, tu voyais ces vieux milongueros danser. Est-ce que c'était déjà le tango qui t'intéressait? Oui, mais pour une chose que je pense que quand je me suis mis à la danse classique, moi je laissais tout pour réussir et je m'enfermais moi-même. J'ai mis une espèce d'autisme. N'existait pas de vacances, n'existait pas de fériés, rien. Je pense que ce que me donnait le tango, ce tango-là, c'est la relation avec l'autre. C'était mon espace pour échanger avec quelqu'un qui n'était pas moi-même en mon petit univers de danseur classique qui voulait être professionnel. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé le tango à sortir de ma bulle. C'est de m'apprendre à me relationner avec les autres. D'accord, c'était une sorte d'outil pour toi pour te connecter aux autres. C'est ça. Et aussi peut-être une manière aussi de s'exprimer. Parce que la danse, quand on danse, c'est aussi pour s'exprimer à travers ce qu'on fait. Oui. Et est-ce que tu trouves que le tango a permis de plus exprimer qui tu étais, plus que la danse classique? Peut-être Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, à un moment, oui, parce que la danse classique, pour arriver à t'exprimer, tu dois, comme c'est une danse qu'il y a des codes académiques, il faut, avant d'arriver à un point d'expression pour exprimer ton partie essentielle, tu dois respecter certains codes. Sinon, tu ne fais pas la danse classique. C'est très exigeant. Tu dois respecter certaines esthétiques de tout. Et autant qu'en le tango, en tout cas, en le tango que mon première expression avec le tango, c'était un tango assez simpliste. Mon premier modèle de danseur, c'était Tété. C'était un tango que la forme n'intéressait pas tellement, sinon la sensation de ces deux corps qui s'enlaçaient, qui se fermaient, et avec les yeux légèrement entrefermés, tu te laissais porter pour la musique. Ça, c'était mon premier vocabulaire de tango. C'était totalement contraire à ce que je faisais en danse classique. Ah oui, et pourtant, quand tu parles de la danse classique comme quelque chose de très exigeant, il y a aussi une forme d'exigence dans le tango, non? Et oui, il y a une exigence qui peut être aussi tellement exigeant comme la danse classique, parce qu'il n'y a pas en l'esthétique, en le vocabulaire, ce sont des choses qu'après j'ai appris avec les années, il n'y a pas une seule manière d'exprimer le tango en son vocabulaire. Hein? Tu peux... Ça, c'est selon la sensation ou l'envie ou la personnalité de chacun. Et il y a certains qui arrivent à exprimer avec un vocabulaire très rudimentaire des choses très, très profondes, et d'autres que non, qui ont besoin d'exprimer à partir d'un vocabulaire plus élaboré. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas que la technique del tango naît aujourd'hui. La précision ou la justesse dans le tango est
existe de que le tango est tango. Bien sûr. Hein. Et qui était Tete Rusconi? Tete Rusconi, c'était, Tu as travaillé avec lui? on va dire, je le considère mon prof. Jamais j'ai pris un cours comme on considère aujourd'hui. Comme on apprenait, ma génération, avec les vieux profs, on apprenait, on était dans les clubs de quartier, et une réflexion, une commentaire, une réflexion. Peut-être se mettait à côté de la table et montrait un mouvement, et on regardait, et après on copiait. C'était ça la manière d'apprendre. Et les pratiques aussi étaient plus bordéliques, on va dire. Une pratique, c'est pas comme les profs aujourd'hui, on se met au milieu de la salle et on commence à développer, à expliquer un pas. Non, la pratique n'était pas comme ça. La pratique était, des fois, une pratique était animée pour un danseur ou plusieurs. Et chacun en son coin, avec deux, trois personnes qui l'entendent écouter, il entend regarder, il échangeait un pas avec l'autre, il se regardait, et tous les niveaux se mélangeaient, n'existait pas débutant, intermédiaire, avancé. Ça, c'est bien plus tard. Est-ce que tu trouves qu'il y a un intérêt du coup à faire des cours débutants, intermédiaires, avancés, ou la méthode que proposait Tete Rusconi, c'était une bonne méthode? Et son méthode, je te dis comme lui, moi une fois j'ai assisté, parce que quand j'étais avec lui, il m'invitait à aller assister à un des cours qu'il donnait. C'était assez simple. Ça veut dire, on peut dire, si on se réduisait tout à 2 ou 3 mouvements. Et que d'abord, les personnes les faisaient de manière individuelle, isolée, et après se mettaient à deux. Et surtout, ce que lui demandait beaucoup, c'est de lâcher prise. Ça veut dire, comme le monde est tellement simple, voulait que d'entrée, tu te donnes à la sensation de la musique. Pas al contrôle si tu mettais le pied à droite ou à gauche. C'était plutôt se fusionner avec l'autre en lancement et se laisser envoler pour la musique. Ça, en apparence, paraît facile, mais C'est beaucoup compliqué. ne le réussissent pas. Non. Bah, ça prend, je pense, même des années en fait à pouvoir comprendre l'essence de ce que lui essaie de communiquer. Pour certains, oui. Pour certains, non. Pour certains, jamais. C'est pour ça que il y a différentes manières d'exprimer le tango. Il y a d'autres qui cherchaient un vocabulaire plus, on va dire, strict en rapport à la structure, et que c'est la structure fait en sa perfection ce qu'exprimait une sensation. Tout à l'heure aussi, tu évoquais le fait que on pouvait exprimer des choses, on pouvait exprimer plein de choses aussi avec des pas simples et d'autres choses avec des pas beaucoup plus compliqués. J'ai l'impression que plus on a avancé dans l'évolution du tango, plus il y a des nouveaux pas qui sont arrivés. Est-ce que le tango s'est complexifié ou... Parce qu'on voyait quand c'était une position très, à l'époque, l'axe était partagé, non? Au niveau des danseurs. Non, ça c'est faussé, ça veut dire. Ok. Même ça c'est parti des fois, les profs, pour arriver à expliquer certaines choses, on a tendance à simplifier. On dit, en cette époque, on va dire, pour nommer une chose, c'est le tango canchengue, que c'est le nom comme le tango ancien, que c'est moyennement faux. Hein? D'accord. C'est dit, c'est danser de cette manière-là. C'est faux. Parce que même en ces mêmes époques-là, avec certains qui dansaient comme ça, un peu en pyramide, un peu apilado, comme se disait, mais autres que n'a pas, autres qui dansaient plus dans l'axe. Et c'est vrai qu'en certaines époques, il y a certaines tendances générales à danser d'une manière, mais pas tout le monde dansait comme ça. La même chose, si tu imagines que je sais pas, éclate une bombe maintenant, il reste quelques vidéos de comment se dansait le tango. Et qu'est-ce qui va rester? Certains couples, peut-être les derniers champions du monde, et 2, 3 qui dansaient. Ouais. Et on peut considérer, en base à les données qu'on a, que le tango, en cette époque-là, se dansait comme ces deux personnes-là. C'est erroné. C'est plus varié que ça. Oui, c'est plus complexe que simplement simplifier en disant C'est ça. C'est comme ça, etc. C'est ça, c'est ça. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'on a aussi tendance à dire, il y avait le tango de plus apilado, comme tu disais, et ensuite il y a eu l'arrivée du tango nuevo.
avec des précurseurs comme Gustavo Navera, Chicho Framboli ou d'autres. Oui, non, mais ça c'est le thème. Et on va, avant de qu'arrive Naveira, Chicho, Fabián Salas ou Verón, qui sont un peu les piliers qui sont ouverts le tango, à Buenos Aires. Et on va les quartiers del centre de la ville, Salón Almagro, c'est dansé collé, très calme, petit pas, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Certains, en se collé en petit pas, dansaient en le même thème un tango plus amené à lo rythmique, à lo rythmé, et autres dansaient plus en suspension, en silence. Ça veut dire que faisait un pas, faisait 3 pas en tout le tango. Entonces, en le même endroit, se dansait différemment. Hein? En la même époque, on prend un bus et on va à l'autre côté de la ville, Bichurquiza, Sunderland. En la même époque, les personnes de la même âge dansaient en demi-distance avec des longs pas et avec des mouvements fluides. On allait dans la même époque, dans les quartiers sud, se dansait plutôt apilado, plus en pyramide. Entonces, on est dans la même époque, 3 ou 4 manières de danser en différents types d'abrazos, en différents types de distances. Alors pourquoi on parle de cette époque? Peut-être que je me trompe, mais on parle de l'époque fin aussi, années 90, comme une époque où il y a vraiment une transition dans le tango. Mais bien sûr qu'il y a une transition. Et c'est quoi en fait cette transition? Et cette transition, pour moi, se donne essentiellement pour une question. Il faut savoir que tous ces personnages-là, tanto Gustavo Naveira, Fabián Salas, Verón et plus tard Chicho, viennent de le plus traditionnel du tango. Et ça, beaucoup de monde ne le sait pas. Ah oui. Pareil que le tango nuevo apparaît, tac, tout d'un coup. Pour être en essayant d'être synthétique dans l'explication et pas oublier certaines choses importantes. Et qu'est-ce qui se passe quand tous ces personnages, Gustavo, Fabián, Ben Verón et plus tard Chicho, déjà sont appris tout ce que croyaient essentiel ou important, sont fait le tour de récupérer tout ce que pouvaient récupérer de les vieilles profs. Ça veut dire des danseurs qui venaient surtout des styles des années 40-50. De différents milongueros, ça veut dire que peut être Pupi Castello, Finito, El Turco José, et d'autres danseurs, et d'un prof important qui a marqué beaucoup de l'époque, qui était le maestro Todaro, quand on a récupéré tous ces matériels, n'était pas suffisant pour eux parce qu'ils sentaient qu'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui manquait? Manquait la réflexion. Ça veut dire pourquoi un danseur, un prof, les saccada les fait fluides, faciles, et autres les fait très forcés. Qu'est-ce que ça donne la différence entre un et l'autre? Donc, là, ça commence un analyse du mouvement. Une recherche, c'est dire pourquoi ce mouvement, pour certains, est facile et d'autres pas. Et là, ça commence à analyser le mouvement. Il se commence à analyser l'importance du positionnement en rapport au corps de la partenaire. Il se commence à décortiquer la structure du tango. Et c'est là que, quand on se commence à faire cette analyse du mouvement, sans vouloir, se commence à créer de nouvelles figures. Se commence à aller plus loin. Mais en base à quoi? À les structures traditionnelles des bases qui sont survécues pendant un siècle. C'est pour ça que Fabián Salas, je pense que c'est un des piliers aussi en la création del tango nuevo, que travaillait ensemble avec Gustavo Naveira, toujours disait en ses cours, bon, c'est pas qu'on est en train d'analyser, de vouloir de les perfectionner ou d'aller plus loin. Attention, on est en train de créer quelque chose de nouvel, mais on ne sait pas combien de temps va durer. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, les pas de base
qui sont survécus pendant 80 ans. C'est ça l'important. Et c'est ça que certains, en l'évolution du tango, même aujourd'hui, des fois s'oublient. C'est vrai? Et oui, il y a des structures qui sont classiques et qu'il y a toute la richesse dedans. À partir de cette structure classique, soit des déplacements, soit des mécanismes de tours, de 8, de différentes combinaisons qui sont classiques, ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que ce sont des schémas importants à récupérer. Parce que des fois, quand plus en plus on évolue en la recherche de choses nouvelles, on a la tendance de perdre la racine. C'est ça, souvent quand il y a des nouvelles choses qui arrivent, c'est parce qu'en fait on perd aussi d'autres choses à côté. C'est ça. Et parfois, est-ce que tu trouves qu'on perd un peu l'essence du tango? Pour ceux qui ne sont pas, qui ne connaissent pas ça, oui. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça? Je crois pas, parce que il y a certains jeunes maintenant qui sont en train de respecter une structure très, très classique et on est en train de quand même récupérer certaines choses de ce tango qui a donné l'ouverture. Ils sont en train de bien marier. Hein, pour donner quelques noms, il y a Jonathan Saavedra, Octavio Fernandez, qui c'est ici à Paris, c'est un jeune de la nouvelle génération, mais il y a, on va dire, il y a beaucoup de connaissances et beaucoup de sagesse en lui del tango traditionnel. C'est pour ça que des fois, ça peut permettre de s'écarter, on s'écarte, on se perd, mais on peut retourner. Et le problème, c'est que les personnes qui sont apprises sur le monde des modules d'un tango qui à la base, c'est un tango, je ne veux pas dire hybride, parce que c'est pas ça. Ce que ne sont pas appris en base à ce tango que c'était le tango avant de ce moment d'analyse intellectuelle. Parce que le tango, attention, le tango, c'est pas que se commence à réfléchir à partir de que se dit fin des années 90 o moitié des années 90 avec le tango que se dice nuevo. Non, le tango avant se réfléchissait aussi, mais se réfléchissait d'une manière différente. C'était autre chose. Mais avec une réflexion, c'était pas seulement, comme des fois se croit, que dit « Ah, on le fait pour qu'on le sente comme ça ». Non, 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 pardon. Et le tango de les initiés, depuis début des années 1900, avait une réflexion dedans, avait une spéculation dans le mouvement, avait été calculé. C'était pas une danse, comme des fois se dit, en danse d'improvisation. Oui, s'improvise en des bases à des choses qui sont profondément réfléchies. Donc tu dis que ça fait un siècle qu'on est dans le tango, mais donc avant 1900, c'était comment? On dansait aussi? Ou on ne sait pas? Sûrement oui, on ne sait pas. On ne sait pas, d'accord. En tout cas, de ce qu'on a, on va dire qu'on peut dire un certain registre de personnes qui sont arrivées jusqu'à nous, on peut parler d'un tango, le tango entre les années 15 et 20. Hein. Moi, j'ai eu la chance de connaître les dernières des danseurs. Bon, j'ai eu la chance de danser avec Carmencita Calderón, que c'était la dernière partenaire de El Cachafaz. D'accord. Que c'est une danseur du début du siècle. À partir d'elle, on peut connaître un petit peu qu'est-ce que c'était le tango de la vieille garde, ou de cette première époque de la vieille garde. Après, j'ai eu la chance d'avoir de partager pas mal de moments avec El Pibe Palermo. Et aussi, tout à l'heure, je trouvais ça hyper intéressant parce que tu disais qu'à un moment, on devait s'écarter pour ensuite revenir aux fondations, aux bases. C'est, quand tu dis ça, moi je pense à Chicho, où quand je regarde des vidéos de lui, donc des débuts des années 2000, qu'on peut retrouver sur YouTube, on voit qu'il a un abraço très ouvert. Et maintenant, depuis quelques années, on voit qu'il s'est vraiment rapproché de nouveau en fait, d'un tango beaucoup plus proche. Il s'est beaucoup plus rapproché aux racines par rapport à avant. Oui, je pense que Chicho, c'est pas que s'éloigne ou se rapproche des racines, c'est... J'ai vu pas mal en ces 30 ans de tango et je pense que
lui c'est un peu un extraterrestre au tango. Parce que Chicho déjà avec 6 mois de tango, 1 an de tango, pouvait copier n'importe quel style de tango de Buenos Aires et le faire à la meilleure manière comme n'importe quel danseur. Le problème est que lui, déjà, en son essence, il a le tango en lui. Donc, ça peut permettre, des fois, s'il est motivé, danser avec je sais pas, des jazz, fait tango, et aujourd'hui n'est pas motivé, il danse à 3 mètres, et demain est motivé, il danse en milonga, à le meilleur style des années 40. C'est quelqu'un que c'est à part. Hein? C'est quelqu'un qui a eu un, je sais pas, on peut dire que c'était un des créateurs piliers de la courant que se dit tango nuevo. Avec Gustavo Naveira. Oui, mais Gustavo Naveira, oui, bien sûr que oui, mais quand même, il a respecté plus la quadrature del tango bien traditionnel. Ça veut dire, tu les vois en lui, il a cassé moins le mouvement que Chicho. Chicho, c'est plus explosif, on va dire, peut aller d'un côté à l'autre. Naveira, il a fait tout un processus, mais se voit clairement de la ligne où est-ce qu'il vient. Il vient bien del tango, de l'épreuve del tango traditionnel. En plus, en une époque, Naveira, del départ, de la première vidéo, danse très similaire à Pepito Avellaneda, que c'est quelqu'un qui sûrement l'a influencé beaucoup. On voit bien la salida, on voit bien les tours bien aiguisés, on voit bien les 8, ça veut dire, on voit les choses qu'on les différencie bien dans le tango traditionnel. Chose que Chicho, pas. Peut faire ça pour le moment, mais après, s'éloigne. Ouais. Et moi, je pense beaucoup à Chicho, à Sébastien Arce et à Pablo Verón. Est-ce que ces trois-là ont apporté autant de choses au tango ou c'est vraiment 3 axes différents? Non, Arce, je le mets de côté. Arce, non, je pense qu'Arce n'a rien apporté au tango. C'est un grand danseur. Je pense que Arce, il a un grand pouvoir de mimétisme, mais lui n'est pas rien créé, rien apporté. C'est un virtueux qu'on était à côté de Juan Carlos Copes, que travaillait avec lui, le copiait exactement avec Copes. Quand on était avec Chicho, le copiait à Chicho. Et après, quand on copiait les danseurs un peu de tango de spectacle ou de danse un peu d'exhibition pour le championnat, copier ça veut dire non, lui ne rien apporté. C'était dans les noyaux à côté d'eux, mais on ne peut pas les comparer. Et tanto Chicho como Verón sont en la esthétique, sont pour moi les deux comme piliers que sont donnés le tango nuevo. Après, en la pédagogie, en la transmission, Naveira y Salas. Et Pablo Verón? Y Pablo Verón est un danseur exceptionnel. Un danseur, la particularité de Pablo, c'est que respecte en son esthétique el típico danseur compadrito, como se dice, de l'époque. Ça veut dire el típico danseur d'exhibition. Ça veut dire, peu importe si Pablo danse avec un très bon danseuse ou un danseuse moyen, tout ce que lui fait dans les scènes se voit bien. Je pense qu'il y a un contrôle de l'espace. Il a apporté au tango, chose qu'aujourd'hui peut-être déjà pas mal, ou la majorité de son copiés, consciemment ou inconsciemment, il a apporté à l'époque une utilisation de l'espace scénique qui avant lui n'existait pas, surtout les déplacements. Et donc on parle beaucoup de cette vague, enfin dans ces danseurs-là, mais en fait, donc là je fais un peu un grand écart, mais c'était qui du coup cette vague d'avant
qui a apporté beaucoup, beaucoup de choses au tango? Des vieux profs. Les vieux profs. Parce qu'on parle beaucoup de cette vague-là, mais en fait, moi, finalement, je ne sais pas vraiment qui a eu, pour que ces personnes-là arrivent, il y avait qui avant qui a apporté beaucoup de choses au tango? Et bon, comme prof, si un jour se fait un jour se nomme le jour des profs de tango, on peut dire que le premier prof avec une structure concrète, ça veut dire. Une structure, ça veut dire que quelqu'un qui un jeune allait avec lui, surtout pour créer une chorégraphie ou apprendre des pas avec une séquence qui allait un pas derrière l'autre, le premier, c'était Antonio Todaro. Antonio Todaro. Ok. Et c'était le prof presque de la majorité de toutes ces générations, surtout de tous les danseurs qui sont intéressés pour le tango de scène. Et on peut dire qu'il y a un équilibre entre Antonio Todaro et après tous les autres profs ou milongueros qui donnaient des cours. La différence de Todaro à les autres, c'est que les autres profs, des fois, te donnaient les pas d'une manière, pas avec un ordre. Ça veut dire, un peu te faisait marcher, un peu te faisait une salida, n'avait pas une chose tellement structurée. Ce qu'apportait Todaro, c'est une structure. Que ça, il a facilité beaucoup à ces premières générations qui s'est réapproprié du tango à s'approprier mieux les choses. Il a posé des fondations? Je ne sais pas si fondation, mais il a un exemple. Todaro faisait salida simple, cruce, faisait un pas, un enchaînement, sacada, patadita, volée au gancho, finissait le pas, à nouveau, salida, autre pas, salida, autre pas. Ça veut dire que permettait à les personnes qui voulaient faire des chorégraphies, si allaient avec Todaro, en 2-3 heures de cours, pouvaient créer une chorégraphie de tango qui les permettait de faire un spectacle, une exhibition. Avec une base, du coup, de salida. Oui, la salida, c'était essentiel. La salida, la simple, ou la salida croisée, ou la salida del 40. C'est vrai, Todaro était à niveau en qualité de mouvement, si on le compare à ce qu'avaient d'autres milongueros, était assez, je ne dis pas pauvre, c'était simple, parce que c'était tempo, double et accélération, c'était beaucoup d'effets. Ok, donc c'était temps contre temps. C'est ça, et des petites contre-temps et des petites syncopes. Après, même les élèves de Todaro, avec le temps, voyaient que ces mêmes pas avaient autre manière de les faire, avec plus de subtilité, parce que Todaro c'était très bien pour danser avec D'Arienzo, ou les orchestres plutôt rythmées, ou les orchestres de début des années 40, que tous jouaient un petit peu pareil, bien marqués. Mais après, quand on passe à travailler d'autres orchestres plus subtiles, un Pugliese, tout ça, la manière de lire la musique, la de Todaro n'allait pas. Entonces, c'est là qu'arrivent les différents profs de la milonga. Ça veut dire qu'à les structures qui sont un peu véhiculées par Todaro, se commence à les rendre d'autres qualités de mouvement. Et c'est là qu'apparaît Pupi Castello, el turco José Emilio Cruz Urquiza, Finito, et de beaucoup d'autres. Il y a pas mal de noms différents, même Juan Bruno, Alcibiades, il y a plein de noms de personnes qui sont restées dans l'anonymat, qui sont apportées. C'est pour ça que c'est intéressant en fait, de revenir sur ça. C'est ça. Donc tu as commencé toi le tango dans les fins des années 80, c'est ça? C'est ça. Et donc pendant 10 ans, dans les années 90, qu'est-ce que tu faisais pour te former? Tu faisais quoi à Buenos Aires? Qu'est-ce que j'ai fait à Buenos Aires? Est-ce qu'une fois que tu as rencontré le tango, tu as tout lâché le classique? Non. Moi, c'était... ce qui m'a permis... moi, j'étais... mon gagne-pain, ça veut dire ma profession était danseur classique. Mon hobby, ma passion, c'était la nuit porteña, le tango et les milongas. Et bon, j'ai eu la chance de rencontrer à Graciela González. Graciela González, c'est une personnalité à Buenos Aires. C'est la créatrice de Technique Femme,
et technique homme. C'était la première. Il faut savoir qu'avant de Graciela González, n'existait pas à Buenos Aires technique femme ni technique homme. C'est elle là qui crée ça. Graciela González était partenaire de Pupi Castello. C'était, on va dire, tous les danseuses de Buenos Aires de toute la période des années 90 et début des années 2000, et 98% des filles d'Argentine et de l'étranger passaient pour ces cours. Donc est-ce qu'il commençait à avoir une conscience du coup qu'il fallait aussi travailler sa technique personnelle pour ensuite mieux danser à deux? Mais oui, c'est elle qui crée ça. Et c'était ma prof. Moi, j'ai travaillé avec elle. Et c'est elle qui crée un des groupes de pédagogie qui existait à Buenos Aires dans les années 90. Moi, j'appartenais à ce groupe. Ça s'appelait le groupe Graciela González. À Buenos Aires, on peut dire qu'il y avait 3 ou 4 groupes qui essayaient de travailler une espèce de clarification de la pédagogie. C'était le groupe Graciela González, el grupo que moi j'étais là, el grupo de Fabián Salas y Gustavo Naveira, o es que te Chicho, el grupo de Dinsel y el grupo de Susana Miller. Ça veut dire, ces 4 personnes-là, avec des courants différents, essayaient de réfléchir le tango et tout ce que se faisait jusqu'à avant de manière spontanée, tout ça, commençait à fonder les bases pour que les personnes, surtout qui venaient de l'étranger, pouvaient comprendre quelque chose. Donc toi, assez rapidement aussi, tu as fait des recherches autour du tango? Oui, je t'explique un peu comment on travaillait avec le groupe. On s'est organisé une fois par semaine. Et Graciela invitait un vieux prof. Bon, ce vieux prof venait, nous montrait des pas, et après le groupe, on restait pendant un mois en train de réfléchir et de se réapproprier des pas que donnait le prof. Et comme ça, c'est pas une fois par mois, on amenait des profs différents. Et après, on discutait parce que chacun des personnes du groupe, à part de Graciela, on a commencé à donner des cours de débutants. Entonces, on pouvait partager notre problématique, de dire, est-ce que la salida s'enseigne ou ne s'enseigne pas? Est-ce que la salida, on l'enseigne por chorégraphie, on l'enseigne guidée. Et quel type de salida on enseigne? Et là, on était un an entier en train de discuter, en train de recopiler des matériels avec des différents profs, en les demandant, on a commencé pour les danseurs ou les profs, les vieux profs les plus importants et après les moins importants, de voir comment chacun d'eux faisait la salida. Combien de types de croisés existaient? Combien de types de manières existaient pour amener à la partenaire croisée? Et là, on a resté un an entier d'analyser, de faire des recherches, de dire, bon, et d'expérimenter. Bon, on disait, bon, moi, en le cours, moi, j'ai donné la salida de cette manière-là, mais les élèves ne sont rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Autres disaient, bon, je le faisais de cette manière-là, et sa manière, ça marchait. Donc, on essayait de comprendre pourquoi. Et comme ça, chaque thème, avec les 8, avec les tours, avec les boléos. Et la finalité, en fait, de ce travail, c'était quoi? Ce travail de recherche, c'était qu'est-ce qui se passe? Para notre génération, pour esa génération, nouvelle génération, déjà on venait avec un tête différent avec les vieux profs. C'est pour ça que cette époque-là, je la nomme comme la réappropriation du tango, parce que n'était pas suffisant pour nous. Il y a quelque chose qui manquait en comment les vieux profs ne transmettaient les choses, avec des choses incomplètes. Et en ces recherches, sans vouloir, ça a commencé à décortiquer, à analyser le mouvement, et pour conséquence, ça a donné toute cette évolution plus tard, en certain de découvrir des mondes nouvelles, d'aller plus loin dans la musique, parce que même la manière d'entendre la musique avec les vieux profs, comme nous on l'entendait, c'était tellement différent. Qu'est-ce qui était différent?
différence, c'est que je pense que les vieilles profs ont une question qu'il faut savoir une chose, que même si en notre époque, mon époque, moi je suis né dans les années 70, encore restait les parfums du tango à Buenos Aires. Mais n'était pas vraiment comme dans les années 40-50. Ça veut dire quoi ça? À l'époque de les vieux profs, toute la ville entière était tango. Ça veut dire, quand tu allais al bar, quand tu allais au marché, c'était tout tango. Même la manière de parler, c'était tango, c'était tout tango. Donc ça veut dire, quelqu'un qui grandisse en une ville comme ça, la musique que tu l'entends de manière différente. Avec une musique qu'à peine, en mon époque, tu entendais le parfum de ce que t'es. C'était pas la même chose. C'est vrai. Les vieilles danseurs dansaient avec une qualité de mouvement que dansaient ce que nous, on arrivait à écouter. On n'écoutait pas à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'on commençait à bouger différemment et à lire la musique d'une manière différente. Et on la lisait plutôt plus comme Naveira, comme Verón. En certains cas, si quelqu'un il a une éducation musicale, bon, sans parler de Chicho, que comme je disais avant, c'était un extraterrestre, c'était au-delà de tous, mais quand même, on a tendance plus à danser ce qui était évident. Et les vieux avaient tendance à danser ce qui ne s'écoutait pas. C'est pour ça que des fois, aujourd'hui, quand certains voient certaines vidéos de certains vieux, ils disent « Ah non, mais ils sont en dehors de la musique ». Non, il faut apprendre à regarder. Ils ne sont pas en dehors de la musique. Ils sont en train de danser une chose que c'est pas... on ne peut pas entendre avec l'oreille ordinaire. Et il dansait sur quoi, du coup? Sur le silence que laissaient les sentiments, les souvenirs. C'est ça. Est-ce que maintenant tu trouves que on est en 2022, notre rapport à la musique, il est comment maintenant quand on danse le tango? Je trouve qu'en manière, c'est en train de danser ça dépend à quel niveau tu me fais la question. Si tu me dis à niveau de les professionnels ou à niveau de l'amateur. Parce qu'il faut faire la différence. En mon époque, à l'époque en Buenos Aires d'avant, le niveau amateur, même si un niveau technique était très rudimentaire, si on le compare aujourd'hui, la technique était plus bas. Mais on était plus musical. Était des moments plus simples, mais on était dans l'abrazo, dans la musique plus calme. Aujourd'hui, à niveau professionnel, peut-être oui, il y a une avance musicale, des choses qui se font, mais à niveau amateur, je ne crois pas. C'est appauvri. C'est appauvri même? Oui, à niveau amateur, oui. À niveau des personnes qui dansent pour simplement, pour pas l'envie d'être professionnel, simplement pour son plaisir, je trouve qu'ils n'arrivent pas à... sont prisonniers de la technique, de les pas. Mais ça, c'est un problème de nous, les profs. C'est vrai? Eh bien oui. Et c'est pour ça que je comprends mieux en fait quand on s'était eu au téléphone pour discuter un peu, pour préparer la rencontre. Je comprends mieux en fait, à un moment tu me parlais que c'était très important en tant que prof de se remettre en question. Et en fait je comprends mieux ça parce que là tu m'expliques que pendant un an vous retrouviez en fait pour discuter du tango et après vous tentez de l'expliquer ensuite à vos élèves et parfois vous voyez que ça marchait pas, parfois vous voyez que ça marchait et en fait ça c'est dû à une remise en question. Et donc je comprends bien cette chose-là maintenant que toi tu évoques, que c'est votre responsabilité. J'ai l'impression que tu as conscience en fait de ce que vous apportez vous aux élèves lorsque vous enseignez des choses. Mais oui, mais je pense que... Autre jour, je suis en train de réfléchir à ça et en train de parler avec un élève. Je dis, on prend conscience d'une chose.
On prend le 8. Un 8. Classique. 8 classique. Quand j'ai eu la chance de travailler avec el Pibe Palermo, mon danseur entre les années 20 et 40, lui me critiquait, me disait, vous faites toujours les mêmes 8. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et pourquoi vous dites ça? Je faisais la question. Oui, vous faites toujours les mêmes 8. Nous, on ne faisait pas toujours les mêmes 8. Et c'est vrai. Lui avait, selon comment interpréter la musique, 3, 4, 5 manières différentes de faire le 8. Bon, dans l'enseignement, pareil. Quand tu danses ou quand tu dansais avec des vieilles danseuses milongueras ou des danseuses de différents styles de tango qui devaient s'adapter à son partenaire, certains danseurs, d'accord, certaines danseuses avaient la possibilité de faire le 8 comme on l'enseigne chez lui. Ça veut dire que la fille doit rester en pied, elle pointe en pied, coller les pieds, tourner. Mais il y avait certaines dames qui étaient de très bonnes danseuses qui ne pouvaient pas faire ça pour une question anatomique. Tu faisais le 8 d'autre manière. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'enseigner certaines choses, même en la technique femme, certaines choses d'une seule manière, ça veut dire d'une manière qui va plus accorde à une danseuse qui vient d'une technique académique presque classique. Il va mettre tous dans le même cadre. Et ça, c'est une erreur. C'est pour ça qu'après, on voit que certaines dames ne sont pas ni en équilibre, sont tout raides. Pourquoi? Parce qu'on enseigne à faire les choses d'une seule manière. Et dans l'histoire du tango, même en une même époque, avait tantôt la marche, les 8 et le tour, d'accord à l'anatomie du corps de chacun, une manière différente de faire chacun. Et aujourd'hui, dans l'enseignement, on est en dette par rapport à ça. On a tendance, les profs, à vouloir enseigner, dire on va travailler le tour. C'est comme si c'est une manière seulement de tourner. Et on a standardisé depuis, je ne sais pas, une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, une seule manière de faire les choses. Au maximum deux, d'accord à la courant. Plutôt milonguera, plutôt salon. Non, il y a plus de manières de faire les choses. Et ça, on a un dette qu'en rapport à un niveau pédagogique en rapport à ça. Parce que tu vois qu'après, les personnes ne sont pas à l'aise en son corps quand on est en train de lutter en rapport à vouloir incorporer une forme qui ne leur correspond pas. Ce type d'enseignement-là, c'est un problème que tu as remarqué en arrivant en France ou tu le voyais déjà à Buenos Aires? Parce que toi, en fait, à la fin des années 90, t'es arrivé directement en France? Non, je suis arrivé en France en 2001. 2001. Non, à Buenos Aires, à l'époque, quand je suis arrivé en France, à Buenos Aires, c'était plus rudimentaire, avec certains qui oui, parlaient de techniques, comme certains groupes, certains courants, mais avait encore un courant assez grand, parce qu'à l'époque encore restait pas mal de vieux qui aussi, il faut savoir une chose, le tango, surtout le tango de bal, ce tango où il y a tout un gestuel très fort, de la manière de l'abrazo, de la manière de le silence, il y a beaucoup de choses qui s'exprimaient en silence, sans le parler. Tu imagines, tu es jeune, tu commences le tango, et tu arrives à un bal, un salon Canning, en Refasí, où est-ce qu'aujourd'hui c'est El Beso, à des différents milongas, où il y avait une centaine de personnes qui étaient tous danseurs des années 40-50. Ils sont tous en train de danser pour eux et pour sa partenaire. Pas pour pouvoir se montrer et vendre un cours, ou pour se montrer et qu'après, en son stage, bien les élèves dansaient pour eux. L'énergie était très forte, était très différente. Et ça t'enseignait. T'enseignait que dans les bals, tu dansais comme ça. Même si tu avais pris 1-2 cours de tango, qu'à peine tu savais 2-3 bricoles,
et après tu sortais de la piste et tu n'as pas autre manière de te tenir avec une calme, avec une, une attitude accueillante à la partenaire. Et petit à petit, avec les mois, tu commences à apprendre. Non, c'était différent. Mais par contre, depuis que je suis arrivé en France, de 2001 à aujourd'hui, bon, même avant de la pandémie, je pense que la pandémie a fait un coup assez fort au tango à Paris, et pas seulement à Paris. Et l'évolution qu'il a eu Paris en ces 20 ans, c'est énorme. C'est une place que je pense qu'il y a un niveau important de danse. Et non, il a évolué énormément. Et en bien, du coup, c'est plutôt positif. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de profs qui sont arrivés, tous ces mélanges de différents profs apportent, parce que le tango, on ne l'apprend pas avec une seule courant. C'est ça le thème. Ouais. On ne l'apprend pas avec un seul gourou, le tango. On l'apprend en écoutant différentes voix, en faisant son chemin. Et après, plus en plus, les dernières des années 15 ans, 20 ans, beaucoup de Français et des Européens sont allés en Argentine, sont travaillés, sont restés beaucoup de temps là-bas, ils sont retournés. Et tout ce brassage-là, il a apporté beaucoup. Je pense que aussi, le podcast que je fais, la Milonga, c'est aussi, j'apprends énormément aussi en vous écoutant, parce que chaque personne que je rencontre a une approche différente du tango, en même temps similaire, mais a une réflexion à chaque fois hyper intéressante, et je trouve qu'on apprend énormément à t'écouter et à écouter les autres. Je trouve ça passionnant. Aussi, quand je t'écoute, il y a une chose qui me vient en tête, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, le tango, ça se respecte. Quand je t'écoute parler, je me dis, le tango, c'est plus qu'une danse, parce que quand je vois que tu parles de l'enseignement, que parfois ça t'agace la manière qu'on peut enseigner le tango, j'ai l'impression que c'est quand même, on peut pas faire n'importe quoi. Non, et surtout, il faut se mettre en question tout le temps. Et pour enseigner une chose, il faut minimum avoir 1, 2, 3 possibilités différentes d'enseigner. Pourquoi? Parce que les élèves qui viennent ne sont pas tous le même corps, ne sont tous pas la même perception. Même qu'en rapport à la transmission du mouvement, même à ce qu'on peut faire avec les jambes. Et c'est pour ça que je comprends des fois quand quelqu'un en un petit village avec très peu de connaissances se met à donner des tangos, se met comme prof de tango, parce que s'il ne donne pas de cours, personne ne donnerait. Jusqu'à là, je le comprends, mais des fois, je ne comprends pas en des grandes villes où il y a beaucoup de choix de différents professionnels ou de différentes personnes avec d'expérience. Des fois, des personnes avec très peu d'expérience se mettent à donner des cours. À la limite, chacun fait ce que veut. Mais je pense que c'est un manque de... C'est un côté d'ignorance de ne pas savoir tout ce qu'il y a derrière. Un manque de respect un petit peu? Je sais pas, peut-être... je sais pas de dire manque de respect. C'est possible, mais je peux dire ignorance, parce que elle se sentir qu'on danse bien et qu'on se sent bien dans sa peau, ça ne veut pas dire que ce que nous va bien à nous, pas tout de suite je peux le donner à l'autre à manger à ça, parce que peut-être ne marche pas. Peut-être à certains les marchent, d'autres ne marchent pas, mais c'est une réflexion, simplement, c'est pas... C'est partie des risques du tango. C'est ça. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Se réuniraient les 10 profs plus importants dans le monde, ils commencent à poser les bases, comment enseigner le tango, et là, on finit avec le tango, on commence à transformer une danse académique. C'est une réflexion, simplement, que ce n'est pas nouveau de maintenant. La même chose, quand j'étais en Argentine, tu avais des personnes qui réfléchissaient du tango et d'autres qui ne savaient pas, même étaient des Argentins, tout ça, ne savaient pas donner un pied derrière l'autre
il donnait des cours aussi. Oui, donc ça existait même Oui, déjà à l'époque. c'est pas quelque chose de nouveau. Non, c'est pas nouveau ça. Ok. C'est pas nouveau. En même temps, Il faut se rassurer que c'est pas nouveau. on n'a pas non plus de tampon de prof de tango. Non, 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 C'est, non, non. C'est bien que c'est comme ça. C'est parti de. C'est partie du tango. C'est partie C'est de... parti du tango, c'est comme ça. C'est parti du charme. Hmm. Hein? Toi aussi, tu avais un lieu du coup à Paris, la Tanguedia, c'est ça? Oui, la tanguedia. C'est moi, à un moment, on me parlait de la Tanguedia et moi, c'est quelqu'un qui qui me parlait de ça et moi, je lui ai dit c'est quoi? Et elle m'a dit, toi, ça fait pas longtemps que t'es dans le milieu, non? J'ai fait, c'est vrai. Et donc, en disant ça, j'ai l'impression qu'en fait, la Tanguedia, enfin, c'est plus qu'une impression, c'est un fait, en fait, c'est un lieu mythique, on l'appelait ça comme ça à Paris. Et c'était tout ça t'appartenait? Oui, moi C'était quoi ton but avec ce lieu? j'étais le créateur de ces lieux. Tu avais acheté le lieu ou c'était Non, comment non, ça se non, passait? non, 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 locataire. Locataire? Locataire. Et oui, c'était parti depuis que je suis arrivé à Paris, T'es arrivé à Paris quand? 2001. Ah, d'accord, donc en fait, quand t'avais quitté Buenos Aires, t'es arrivé à Paris. Oui, D'accord. directement. Ok. Et bon, toujours depuis que je suis arrivé à Paris, j'ai cherché comment je commençais à donner des cours. J'ai eu pas mal, dès le départ, pas mal de succès. J'ai cherché un espace. Bon, il a eu l'opportunité de trouver cet espace-là. Et après, bon, d'abord, j'avais 2 associés. Et après, je suis resté seul. Mais m'a pris 15 ans de mettre en place mon rêve. Ça veut dire d'avoir un lieu qui pouvait exprimer les différents courants de tango. Chose qui n'était pas facile parce qu'au départ, même si je ne voulais pas qu'elle reste en ma manière ou mon style, ça c'est de commencer à m'ouvrir à les autres et convaincre les autres qui étaient bienvenus, ça il a pris des années. Tu sais, il y avait 2 salles plus un accueil et ça fonctionnait de lundi à lundi avec des stages tous les week-ends avec des profs différents, des profs qui venaient de l'Argentine, des profs qui venaient d'autres parties de l'Europe, des profs d'ici de Paris, et avec des milongas tous les jours, avec des ambiances différentes, avec des jours qui avaient plus de jeunes, autres choses plus mélangées, autres plus de moins jeunes. Donc, on avait un petit peu toutes les palettes du tango de Paris. Je comprends bien pourquoi c'était The Place to Be en fait, parce que finalement tous les jours il y avait une milonga, il y avait plein de choses qui se passaient. Oui. Il y a plus trop ça maintenant à Paris. Non, je pense que pour le moment surtout, juste la tanguay, il a fermé ses portes 6 mois avant de la pandémie. Et je pense qu'un premier coup important, c'était pour la place de tango de Paris, c'est ce qui passait avec la tanguedia, et après la pandémie. Et ce que je sens maintenant, c'est que sont tous des petits groupes, un petit peu éparpillés partout. C'est comme c'était il y a... Je pense qu'on a pris en arrière comme rapport à des espaces, et on a pris en arrière comme 15 ans en arrière. Dû au Covid? Je pense que oui, oui, oui. Le Covid, il a fait... Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Je parlais l'autre jour avec quelqu'un, il m'a dit, oui, on est avec un groupe des amis, et tous des bons danseurs, et on ne se met pas d'accord où est-ce qu'on veut aller danser. Un veut aller d'un côté, l'autre veut aller de l'autre. Donc, ça veut dire, c'est pas que ce qui passait avant le Covid, c'est que peut-être avait des espaces qui réunissaient plus de monde. Entonces, bon, on verra. C'est la première année, sûrement que ça va tout rétablir. Hein. Là, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais oui, peut-être. Ouais. Pourquoi ça a fermé la Tanguedia? Ça a fermé parce que s'est déclenché un incendie, l'étage au-dessus de la Tanguedia. Et après l'incendie, l'espace était tout endommagé. Et jusqu'à le moment, ils ont changé de propriétaire. Et bon, je n'ai pas de nouvelles vraiment ce qu'ils vont faire. Sûrement que bon, l'espace va être remis pour autre activité, pour l'activité sûrement des logements. Je n'ai aucune nouvelle exacte, mais pour moi déjà c'est fini. Tu t'es senti comment quand tu as appris la nouvelle?
Et pour moi, c'était assez fort. C'était assez fort. Et c'était assez fort. C'est difficile de transmettre un mot, mais pour l'autre partie, une partie de moi, je sais pas, je me suis dit, bon, je suis arrivé à mener au bout un rêve. Je sais pas s'il y a une partie de moi qui refuse de de mettre en question con rapport à ça. Déjà, c'est parti d'autre époque. Déjà, j'ai fermé les rideaux. D'accord. Et maintenant, je suis une autre étape, avec d'autres projets. Donc tu as fait une sorte de deuil en fait de celui-là. Et oui, je Parce pense que c'était oui. un rêve en fait pour toi ce lieu. Et oui. Que tu as pris beaucoup d'années à construire. 15 ans. 15 ans, c'est énorme. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu penserais à relancer un lieu comme ça un jour? Je sais pas, aujourd'hui non. Je suis maintenant, je suis en train de me programmer pour autre chose. T'es sur quoi en ce moment? Et maintenant, j'ai repris mon activité de danseur, que ça fait 20 ans que j'avais laissé de côté. Je suis auditionné cette année à une audition qu'il a eu à une compagnie de danse en Mulhouse, en Estro compagnie, dirigée par Jimena Salazar Firpo. Et je suis en projet, je suis en train de projet une création avec elle, autant que danseur. Et chorégraphe aussi ou pas? Qui? En tant que chorégraphe aussi? Non. C'est Jimena Salazar Firpo, qui est la chorégraphe de cette pièce, qui va avoir lieu l'année prochaine 2023? dans le mois de juin. Ok. À Mulhouse à Mulhouse, au festival de Mulhouse. Et la pièce s'appelle Quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Et bon, je suis autant que danseur là, très content, avec une équipe super. Et je suis en train d'apprendre beaucoup de choses et je m'attends de mettre à fond à ça. C'est contemporain, tango? Et il y a de tout. C'est pas le tango comme on a l'habitude de le voir dans l'exhibition de la piste de danse, ni tango de spectacle. On s'insère del tango un langage, oui, plutôt tango contemporain, parce qu'on est en train d'essayer de créer, en base à déjà des mots qui sont ordinaires du tango, de créer un vocabulaire pour la pièce. Et il y a tout en dramaturgie, il y a des textes, il y a tout en création musicale que c'est en train de faire pour la pièce. C'est une création totale. C'est moi ou t'es encore de nouveau dans un travail de recherche là? C'est ça. Bon, bon, je remercie énormément à Jimena qui m'a convoqué pour ça, parce que bon, me fait renaître à nouveau d'une vie que j'avais laissée derrière il y a 20 ans à Buenos Aires. Ça te fait du bien un peu de passer... Parce que du coup tu vas faire moins de tango, non? Non, le tango toujours est présent. Moi, je continue avec mes cours, tout, mais je suis en train de me remettre en forme à niveau physique. Je suis en train d'entraîner tous les jours, en train d'entraîner la musculature, d'assouplir, de recommencer à faire des mots de danse autres que le tango, que ça fait longtemps que je ne faisais pas. Et non, c'est intéressant, surtout d'être en la dynamique d'un travail de compagnie, parce que quand on est en monde de création, c'est des travails, ce sont des longues journées. On commence à travailler, on travaille de 9h du matin, des fois, jusqu'à 18h, avec 1 heure de pause. Et c'est travail physique, intellectuel, de travail de création, de travail d'essayer, d'un vocabulaire. C'est intéressant. Il y a quelque chose aussi, un petit truc que je voulais revenir aussi, c'est que ça m'a beaucoup amusé. Quand parfois je raconte à mes potes que je fais du tango, ou même que je peux danser avec ma mère, souvent ils disent mais c'est un peu bizarre de danser avec sa mère, c'est sensuel le tango. Et en fait, toi tu disais dans une interview que finalement, ce rapport-là au fait que le tango c'est une danse sensuelle, c'est quelque chose qui a été inventé à Paris. Oui. Il n'y avait pas forcément ce cliché-là avant. C'est ça, parce que des fois, moi j'ai fait quand on était en Covid, j'ai fait des rencontres comment c'est, en visio.
j'ai nommé ces rencontres le tango est sensuel ou sexuel, que c'est pas la même chose. Et des fois, c'est mélange ça dans les subconscients collectifs, sensuel avec sexuel. Et oui, toutes ces questions de sensualité, d'exotisme, tous ces labels, même tango argentin, tout ça, c'est mis à partir de Paris. Il faut penser une chose, que Paris, c'est l'antenne mondiale du tango. Sans Paris, le tango, on ne sait pas où est-ce qu'il peut être. Parce qu'au début du siècle, Paris, à niveau européen et même États-Unis, tout ça, mondial, était... tout le monde regardait à Paris. À niveau culturel, tout ce qui passait à Paris, après, tout le monde le voulait se l'approprier. C'est pour ça que tu es allé à Paris, toi Non, c'est pas pour ça. C'est le destin, je sais pas. Parce que je suis venu à Paris d'abord avec la danse classique, pas avec le tango. Ma prof de l'époque de danse classique était jury dans les différents certains internationaux, Grand Prix de Paris, Barnes, différents de danse classique. Moi, je l'accompagnais, on venait avec un petit groupe de Buenos Aires, on faisait des petites présentations, on prenait des cours. Et c'est ça que j'ai connu à Paris. Avant de m'installer à Paris, je m'installais en 2001. Je suis venu de 93 à 2001, je suis venu tous les années à Paris. Mais pas pour le tango, sinon pour la danse classique. Parce que je sais que, par exemple, Chicho, lui, il était à Paris aussi au début des années 2000. Oui, c'était là. Je pense que Chicho il est venu à Paris, et des fois pour une question un passage obligé. Oui, il y a un petit la mystique de Paris. Je ne sais pas si Chicho à l'époque s'avait approché aussi, parce qu'il a intérêt de s'approcher à Pablo Verón, qui était à Paris. Mais la relation directement consciente ou inconscientement, le tango, Buenos Aires-Paris, toujours il a eu un lien à niveau de les différentes périodes, tant de la musique comme de la danse. Et regarde, le départ de la compagnie qui l'a marqué en avant et en après dans le tango, début des années 80, s'est présenté dans le Théâtre Chaillot de Paris. Et après, je pense qu'il a fait quelques représentations ici à Paris, et après et ces mêmes compagnies restent 10 ans à Broadway, à New York. Mais personne ne parle de Broadway, de New York. Tout le monde parle de Paris. Et à Paris, il est resté, je ne sais pas, très peu de temps. Entonces, dans les subconscients collectifs, imaginaires del tanguero, del tango, Paris, c'est très important. D'accord. On arrive vers la fin de l'entretien. Rapidement, est-ce qu'il y a des choses qui te fatiguent, toi, dans le tango ? Je pense qu'on en a déjà évoqué certaines choses, du fait, par exemple, à la pédagogie que parfois certains peuvent avoir, mais est-ce qu'il y a des choses plus générales, toi, que tu aimerais voir évoluer, en tout cas dans le tango ? Je sais pas. Des fois, les choses qu'on peut critiquer, n'importe quel milieu, tu vois. Mais c'est pas forcément critiquer, mais peut-être des choses que tu aimerais voir évoluer. Surtout de tous, ou les profs et les associations. Des fois, sont très, je ne sais pas si dire sectaires, mais il y a comme une espèce de... Tu as deux courants. En l'association, la même chose, je suis totalement... pas que je suis contraire au tango loisir, parce qu'après, chacun le prend comme veut, mais quand certaines associations disent, bon, non, le tango, c'est une activité loisir, pour moi, c'est péjoratif au tango, à la culture du tango. Bien sûr que chacun, en son temps, fait l'activité qu'il veut, mais c'est dommage que pas mal d'associations prennent le tango comme une activité meramente de loisir. On réduit en fait à du loisir, quoi. C'est ça.
Et ceux que des fois ne le font pas, parce que veulent commencer à parler des choses historiques, tout ça, le font avec une grosse tête. Le font avec une... parce qu'ils ont lu, je sais pas, 2, 3, 10 livres de tango, commencent à parler ou commencent à donner des conférences de tango. Non, je pense que c'est ça que devrait évoluer, parce que ça fait du mal. Mais le problème, c'est qu'on commence à parler de l'histoire du tango, à la limite, on devrait parler d'une manière très ouverte et très large, parce que c'est un point de vue personnel, en base à ce qu'on a vu, ou ce qu'on a lu, ou ce qu'on a écouté, que c'est simplement un point de vue. Et c'est tout. C'est ça qui est hyper intéressant. Moi, justement, c'est ce que je recherche aussi avec mon projet. C'est qu'en fait, c'est de lier tous ces points de vue, en fait, pour après avoir une idée générale, entre parenthèses, hein, mais de pouvoir, en fait, s'enrichir de toutes C'est ces ça, idées. mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est hyper passionnant, en fait, tout ça, parce que le tango, on se rend compte que c'est bien plus complexe, qu'il C'est n'y a pas une histoire générale. Non, non, non. Même quand on se parle de les origines, on se parle, comme on a parlé tout à l'heure, en telle époque, c'est dans ces manières-là. Et non, oui, en telle époque, c'est dans ces manières-là. Oui, peut-être en ces quartiers, Oui. et peut-être en ces quartiers qui étaient proches de ces danseurs. Hmm. On ne peut pas le généraliser. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe, mais c'est intéressant de le parler. Ah, complètement. Mais pas seulement pour dire que c'est comme ça qu'on dit, et ça c'est autre erreur de dire, le tango on le danse comme on le chante. Oui et non. Et on le danse comme on le chante une fois qu'on est bien entouré avec un cadre. C'est comme la même chose que on veut parler une langue et dit on le parle comme on le chante. Non, non, il y a certaines structures à respecter. Hmm. Des fois, ces structures-là sont des structures psychologiques, des comportements. Non, c'est ça. Si devrait changer, c'est ça. Des fois, tu as ces deux extrêmes à tout ce que véhicule le tango. En général, beaucoup des associations, je ne sais pas des associations parce que des fois, sont des structures. Et c'est pour ça que me plaît beaucoup le festival de Mulhouse. Parce que c'est un festival un petit peu atypique, parce qu'on voit de tout. Il y a beaucoup de choses alternatives, beaucoup des expressions différentes du tango. Et ça, c'est autre chose aussi. La différence, c'est quand quelqu'un qu'il y a des cultures un petit peu générales organise un événement, c'est différent. À quand quelqu'un qui n'a pas aucune connaissance de rien, il se veut mettre en quelque chose. Hein. J'en profite aussi, vu que tu es en face de moi, j'aimerais vraiment te demander comment faire pour progresser au tango. Progresser, c'est ce que tu es en train de faire toi. Il faut se questionner, il faut questionner. Il ne faut pas avoir peur. Quand on est devant un prof, en général, et surtout un prof que des fois on veut suivre, il ne faut pas avoir peur de demander pourquoi vous me demandez de faire ça et pourquoi je ne fais pas autre chose. Et des fois, quand on prend des cours avec certains danseurs qui sont à la mode, de les demander, les questionner, qui ne restent pas seulement la forme. Pourquoi ils demandent ça? Ils ne demandent pas autre chose. Et c'est pour ça que je t'ai félicité avec ton projet, parce que une chose que je vois qu'il y a une carence, c'est manque au tango, c'est là le questionnement. Et j'encourage même à les élèves, quand on dit bon, allez prendre, s'il y a des danseurs que vous plaît, que vous avez vus, prenez des stages, mais il faut questionner. Il faut... tu sais pourquoi je te demande ça et je te demande autre chose. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, tu peux l'accepter ou pas. Il faut questionner. Est-ce que tu te rappelles d'un conseil qu'on t'a donné et que tu te rappelles encore par rapport au tango, que tu n'as jamais oublié? Oui. En parlant del début, de Tété. Une fois, j'étais dans le salon canine. Et Tété se m'approche, il me dit tu as un problème, disait. Tu as un problème avec tes partenaires, que tu ne les prends pas dans les bras, que tu ne les fermes pas dans les bras.
Je dis, oh non, pourquoi? Dice, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en toi. Il avait un bon œil, parce que en ces périodes-là, j'ai commencé à m'entraîner à danser avec les danseurs du nord de la ville, Vichurquiza, que sont des danseurs qui lui donnent beaucoup d'importance à les pas, à la structure, à la qualité de comment on caresse le sol. C'est vrai, el abrazo, c'est pas le même que dans les centres de la ville. Entonces, lui, il avait vu ça. Il me dit, ne sois pas idiot, dice, tu veux danser avec lui? Il venait un danseur que j'admirais, je ne vais pas dire le nom, parce que c'était important, très important. Il est décédé déjà. Il dit, tu veux danser avec lui, mais tu vois que lui est en train de penser en ses pieds, et qu'il veut mettre les pieds jolis, tout ça, mais peut danser avec une chaise si c'est la même chose. Ne sent pas en son corps à sa partenaire. Ça, c'est le conseil de Tété. Ok. C'est plutôt, en fait, c'est quoi? C'est penser à la connexion surtout avec l'autre personne? Tu es en train de sentir la peau de l'autre, son corps, sa chaleur, son parfum. C'est ça. C'est ça la sensualité. Mais ça, c'est la même chose si toi, tu vas danser avec ta grand-mère. Si tu danses avec ta grand-mère, avec ta maman ou avec ton amant, c'est la même chose. Tu danses avec ta grand-mère, tu es en train de sentir son parfum, sa peau. Avec ta maman aussi. Avec ton amant, la même chose. Entonces, c'est ça le point. Si pour être préoccupé dans les pas ou dans la technique ou dans le mécanisme, je n'arrive pas à sentir ça, on est en train de perdre le temps. Donc c'est une chose très importante. Si on souhaite s'intéresser au tango, qu'est-ce que tu conseilles de voir? Si vous intéresse la danse, il faut écouter pas mal la musique. D'accord. Plus écouter la musique que penser dans les pas. Et c'est vrai qu'à un moment qu'on est en train de prendre, on mélange tout ça, mais il faut, au-delà de la musique qu'on entend dans les cours, tout ça, il faut choisir la musique qui vous motive, ça veut dire que vous donne une sensation. Et voyager avec ça. Et à partir de là, de cette émotion-là, vient le reste. D'accord. Pour finir, tu donnes un stage de tango à Paris? Oui. Quelle date? C'est le 10-11 décembre. Ok, très bien. Et donc si on souhaite te contacter, on peut te contacter sur Instagram, sur Facebook? Oui, Instagram, c'est Facebook. Plus Oui, Facebook. Ouais. Ok. Et ben, on arrive à la fin de l'entretien. Merci beaucoup, Luis. Merci, C'était Raphaël. super cool. J'ai adoré Merci. ce moment. Merci. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. C'est encore moi. Petite précision avant de vous quitter, car j'ai demandé à Luis Bruni s'il faisait un stage, il m'a répondu oui, mais ensuite j'ai oublié de demander les thèmes, donc je vais les préciser maintenant si ça intéresse certains d'entre vous. Donc le stage de Luis Bruni a lieu le 10 décembre et le 11 décembre au centre Barreto dans le 11e. Le stage du samedi a lieu de 14h à 17h et est basé sur les différentes manières de guider. Donc c'est un stage pour les femmes et pour les hommes. Et le dimanche est basé sur la technique femme. Donc ça aura lieu au même endroit, le centre Barreto, et à la même heure que le samedi, donc de 14h à 17h. Si le stage vous intéresse et que vous souhaitez vous inscrire, il suffit de vous rendre sur la page Facebook de Luis Bruni, il y aura toutes les infos. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. À bientôt et surtout, dansez bien.